Merci. Je vais pas me permettre. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues, on va essayer de vous expliquer comment on peut prévenir des anévrismes dans les dissections aortiques, ça veut dire avoir un peu la stratégie du jeu d'échecs, c'est-à-dire 3 coups d'avance et pas la stratégie de l'échec, c'est-à-dire 4 coups de retard. L'histoire naturelle de cette dissection aortique est une déchirure, je vous rappelle, c'est un peu comme ces pâtisseries industrielles quand on fait des croissants qui intéressent absolument tout le vaisseau, toute l'aorte. Fait que lorsque le faux chenal est perméable, vous aurez 80% des patients qui vont présenter un anévrisme à 5 ans et qui va les tuer à 10 ans. Le problème, c'est un problème non résolu et les principes sont assez simples. Il faut d'abord fermer les rayons proximales. Alors lorsque nous avons un patient qui a une dissection type A, c'est-à-dire dont l'orifice d'entrée, la déchirure, naît entre la valve aortique et le tronc artériel brachio-céphalique, on a grossièrement 3 interventions qui sont le Tyrone-David, le remplacement de l'aorte ascendante ou l'intervention dentale. Et le problème, c'est qu'on va coudre sur un vaisseau qui est complètement déchiré. Et que quelle que soit la qualité du chirurgien, on va avoir une réentrée proximale de ce qui va devenir une dissection type B. Alors pour ça, on a 3 techniques qui sont la trompe d'éléphant, l'implantation d'une endoprothèse branchée qui est assez difficile sur le plan technologique. Et l'implantation d'une endoprothèse en utilisant un débranching, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps traiter l'aorte ascendante, on va en même temps déplacer l'origine des troncs artériels brachio-céphaliques, alors ça va donner une zone d'implantation qui est beaucoup plus longue pour mettre en place une endoprothèse qui sera uniquement un tube. Le deuxième problème, ça va être de fermer la réentrée distale, et je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une déchirure de l'ensemble de l'aorte. Alors il y a un certain nombre de personnes qui ont dit on va mettre des endoprothèses qui sont des endoprothèses couvertes. Le problème c'est qu'il faut éviter une malperfusion dont la plus terrible va conduire à une paraplégie puisqu'on va oblitérer l'artère d'Allankiewicz. Et c'est la raison pour laquelle on va faire un peu comme les gens au tennis, ils disent on joue petit bras, c'est-à-dire qu'on va dans ces études IRAD, ADSORB, on va les voir tout à l'heure, on va couvrir uniquement la partie proximale et on ne va pas traiter l'ensemble du vaisseau. Alors la raison, la conséquence, c'est que 2 tiers des patients à 5 ans ne sont pas traités, vont développer un anévrisme thoraco-abdominal. Et en 2014, il y a eu cette idée géniale qui a consisté à utiliser un stent à haute force radiale et d'utiliser un ballon pour écraser le flap dont on disait jusqu'en 2014, on disait ce flap qui est responsable d'une rigidité chronique, on ne peut pas l'écraser, eh bien c'est pas vrai. Sauf que, quand on fait ça, il faut faire attention à savoir si on a une malperfusion, une déchirure de la collatérale qui est active ou passive, c'est-à-dire qui est provoquée par le faux chenal ou qui est provoquée ici par un arrachement, parce que ici, il faut, si ça arrive, anticiper le fait que lorsqu'on va recoller les 2 déchirures, eh bien on va provoquer une oblitération de l'artère, comme là ici, vous voyez qu'on a cathétérisé l'artère rénale gauche pour éviter cette oblitération. Et malheureusement, cela n'est pas possible au niveau de l'artère d'Allankiewicz, qui fait souvent 1 mm. Alors, cette stratégie, est-ce que ça marche? Bien, ça marche mieux que le traitement médical. Alors, le traitement médical, ça veut dire que, oulala, quand on fait de la chirurgie sur les dissections type B, c'est-à-dire qui naissent après la sous-clavière gauche, eh bien, on avait de tellement mauvais résultats qu'on a dit qu'il vaut mieux les traiter médicalement. On comprend bien, les vaisseaux sont fragiles, l'aorte est complètement déchirée, et en plus, on a des malperfusions. Eh bien, lorsqu'on utilise ces endoprothèses, on a quand même une mortalité qui va être supérieure à 40%. Alors ça, c'est des résultats qui ont été publiés, qui ont été présentés. Et vous voyez qu'ici, sans compter le coût des endoprothèses, qui est de 40 000 € contre de 12 000 € avec la stratégie classique, on va avoir, entre la morbimortalité, plus de 40% de morbimortalité. C'est-à-dire que vous allez aller voir des patients et vous allez leur dire « Ok, on va vous traiter, mais... le risque est absolument majeur et je ne sais pas lequel d'entre vous irait faire une chirurgie en disant je vais avoir 40% de mes patients qui ne vont pas bien aller. Alors c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers une autre technologie que je vous présente ici. Moi j'habite Versailles et quand vous vous promenez dans le château de Versailles,
vous avez les frontiers Louis XIV qui ont transformé un débit turbulent en débit laminaire. Alors comment ils ont fait? Ils ont mis des couches, et à débit constant, pour ceux qui ont fait la physique en première et qui s'en souviennent encore, la pression diminue et la vitesse augmente, et vous allez changer d'état qui est de débit turbulent en débit laminaire. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que vous allez réduire la vitesse du vortex, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Et deuxièmement, ça va laminer le débit dans les collatérales, et donc ça va préserver les collatéralités. Alors le vortex, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez un anévrisme, par exemple, vous allez avoir, en fait, on disait que c'était la loi de Poiseuille avec directement lié le risque de rupture au diamètre. En fait, c'est pas vrai. C'est lié à une force de cisaillement, qui est une pression sur une surface. Et cette force de cisaillement est complètement aléatoire dans le cadre d'un anévrisme. Et bien, lorsque vous mettez un stent multicouche, c'est-à-dire un stent avec plusieurs couches, c'est une machine qui fabrique ça, et bien, vous allez aligner les vortex, vous allez transformer le débit turbulent en débit laminaire, vous allez réduire les forces de cisaillement, le sang ne circule pas, il va y avoir des caillots qui vont se former, un peu comme des pelures d'oignon, et ça s'appelle des caillots linéaires ou des lignes de Zahn qui ne transmettent pas la pression. La deuxième caractéristique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet Venturi avec une réorientation laminaire du flux dans les collatérales qui maintiennent leur parabilité. Et ici, c'est pas un scoop, dans les collatérales, à chaque fois vous aurez un débit turbulent, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez du cholestérol dans toutes les bifurcations, que ce soit iliaque, coronaire ou carotidienne. Eh bien, c'est une boutade, bien sûr, si on mettait un stent multicouche en amont, vous auriez un débit qui deviendrait un débit laminaire, et vous n'auriez pas cet inconvénient. Il n'est pas question de faire ça, bien sûr, mais par contre, quand vous le mettez en face d'une collatérale, le débit est orienté dans la collatérale avec ce stent multicouche. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, en 2006, ça c'est une preuve par neuf que je vous présente, Henri et Polidorou ont traité cet anévrisme branché sur une artère rénale pour laquelle la seule solution chirurgicale c'est l'autotransplantation, c'est-à-dire qu'il faut ex situ sur la table réparer, vous allez d'ailleurs sacrifier les branches, on ne sait pas conserver les branches, vous allez traiter l'anévrisme et remettre le rein en place. Donc ça, vous avez le résultat à 30 mois, où l'anévrisme a disparu, où les branches sont perméables. Je vous parlais de la preuve par neuf parce que ce malade n'a vraiment pas eu de chance, c'est-à-dire qu'il a fait un cancer du rein, qui fait qu'à 36 mois, on a dû l'explanter. Eh bien, l'analyse anatomopathologique montre qu'effectivement, les lignes de Zahn montrent un renforcement pariétal avec une résistance identique à celle d'une paroi normale qui va éviter la rupture. Alors, le temps suivant, c'est d'utiliser dans les anévrismes périphériques et viscéraux, 2200, c'est le registre italien, 54 patients qui montrent qu'effectivement, à 1 an, on a une thrombose anévrismale à 1 an, une perméabilité des branches, une réduction du diamètre anévrismal. Les Argentins l'ont fait au niveau du cerveau en utilisant la caractéristique flow diverteur. Alors vous avez cet anévrisme géant qui est intrapétreux pour lequel il n'y a pas de solution. Si vous faites un nœud sur la carotide, ça ne va pas bien se passer. Eh bien, si vous voyez que la patiente a récupéré son oculomotricité, qui était paralysée par ça, avec un stent qui montre que les branches sont perméables et l'anévrisme a disparu. Ça, c'est une deuxième patiente avec également un anévrisme géant qui a été traité. Alors le temps suivant, c'était bien sûr d'arriver au niveau de la honte. On a traité une malade avec le professeur Medjeloun, on a traité cette patiente qui a 16 ans et qui rentre dans sa maladie par une rupture d'un anévrisme thoraco-abdominal tuberculeux, par une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, qui est opérée en urgence et elle perd le rein gauche, mais elle est en vie. Alors il restait cet énorme anévrisme thoraco-abdominal qui a été traité. Voici le résultat à 8 jours. Vous avez une diminution du faux chenal et une augmentation du vrai chenal avec le temps à 1 an. Les résultats, nous avons maintenant 8 ans de survie chez cette patiente qui est guérie avec toutes ses collatérales perméables. De façon incidente, elle a présenté un adéno surrénalome, donc elle a été traitée du côté du seul rein qui lui reste, on lui a enlevé la surrénale. Nous avons traité également un homme de 64 ans qui a cet anévrisme pararénal. Il a un refus de soins puisqu'il est témoin de Jéhovah et refuse la transfusion. Ça, c'est le résultat à 1 mois. Vous voyez que l'anévrisme est exclu avec toutes les collatérales. J'avais présenté ça à la Société française de chirurgie cardiaque et vasculaire. Et puis, on a fait une étude multicentrique prospective sur 23 malades et 11 centres français. Nous avons publié les résultats à 1 an, nous aurons les résultats à 3 ans, les résultats à 4 ans. En français et en anglais, et maintenant on arrive à la question que je vous posais initialement, c'était la place du stent multicouche dans les dissections aortiques. Sur 3500 patients qui étaient traités avec stent multicouche depuis 2008, il y a eu plus de 110 articles, et il y a 9% de ces articles qui parlent de la dissection, dont le nôtre, qu'on a publié avec M. Chocron. C'était un homme de 42... Alors, pardon, ça
Ça, c'est le premier malade que j'avais opéré. Le deuxième, je vais vous présenter, ce sera le deuxième cas que je vais présenter après. Donc ça, c'est un homme de 40 ans, témoin de Jéhovah, que j'avais opéré d'une dissection type A en 2003 et qui revient avec un anévrisme de 10 cm en 2010 et je le traite par stent multicouche. Alors là, on était petit bras, comme je disais, puisqu'on n'osait pas traiter l'ensemble de la aorte. Ce malade est perdu de vue, pourquoi? Parce que son fils a un grave accident de voiture et il est tierce personne à temps complet de son fils. Et il revient, on le convoque 7 ans plus tard. Et bien 7 ans après, son anévrisme, il n'y a plus de pression dans l'anévrisme. L'anévrisme est passé de 10 cm à 6 cm. Alors vous connaissez tous l'histoire naturelle de cette pathologie sur l'anévrisme thoraco-abdominal de 10 cm si on n'avait rien fait. Ce malade va parfaitement bien aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure du patient que nous avons opéré avec M. Chocron, même chose, type A opéré en 2006, type B 2010 traité par stent multicouche avec un anévrisme qui fait 8 cm de diamètre. Si vous regardez ce qui se passe à 7 ans, eh bien, il y a une exclusion du faux chenal. On reconvoque ce malade à 7 ans. Toutes les branches sont perméables. Avec quelque chose qui est bien, c'est-à-dire qu'on comprend comment le rein gauche reste perméable avec une perfusion à rétro à partir du faux chenal de l'artère iliaque primitive gauche. Nous avons ce patient de 77 ans qui est traité pour une dissection type A, qui présente un type B, 8 cm. Voici le résultat à 2 ans. Vous voyez que le faux chenal a disparu, le vrai chenal est perméable et toutes les branches sont perméables, il n'y a pas d'alternative. Alors ce cas-là, il est extrêmement intéressant. Il est fait avec le professeur Costache. C'est une femme de 28 ans qui est opérée en extrême urgence, hypertension maligne, d'une dissection type A. Et puis, vous voyez que l'ensemble de l'aorte est disséqué. L'ensemble de l'aorte est disséqué, alors ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que le faux chenal comprime le vrai chenal. Elle a une malperfusion digestive et on nous appelle en urgence. Et vous voyez la procédure, c'est-à-dire que là, pour la première fois, on considère qu'on comprend que cette patiente présente une maladie de toute l'aorte et on dispose d'une prothèse qui permet également de traiter par stent multicouche la bifurcation aortique, ce qui n'existait pas. Voici donc la bifurcation iliaque. Et vous allez voir que toutes les collatérales sont perméables. Je vous passerai, je vous fais grâce, voilà, toutes les collatérales sont perméables immédiatement. Donc tout de suite, lorsque vous faites l'écho-Doppler, vous voyez que le faux chenal a disparu. On comprend à 1 an qu'il existe un débit résiduel vers les artères lombaires et qu'il n'y a pas de paraplégie parce que c'est la caractéristique de cette technologie et que si vous regardez à 2 ans, cette patiente est guérie. Encore une fois, je ne connais pas de solution autre que ce qui a été fait là, sinon vous faites une paraplégie parce que toute l'aorte est disséquée, donc il n'y a pas de problème. On a publié ce cas à 3 ans et il y a maintenant 5 ans de recul. Voici 5 ans de recul également chez cet homme de 74 ans qui présente une dissection type B. Donc voici la procédure et vous voyez qu'à 5 ans, ce patient est guéri avec toutes les branches perméables et l'anévrisme exclu. Ça c'est très intéressant, je vous ai parlé tout à l'heure du débranching. Vous voyez, c'est une dissection type A qui est traitée avec une mobilisation des troncs supraortiques pour laisser ce qu'on appelle en anglicisme, je m'excuse devant l'Académie nationale de chirurgie, c'est l'ending zone, c'est-à-dire la zone d'implantation du stent. Eh bien, vous voyez que lorsque le patient est traité, voici le résultat à 1 an, le patient est guéri et on peut comprendre comment ça marche au niveau de cette technologie. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'une des solutions de contrôler, qui était la trompe d'éléphant, de contrôler la réentrée proximale. Et bien là, vous voyez que la force radiale de ce stent qui va s'ouvrir va conserver la mobilité de l'aorte et c'est pour ça qu'on a appelé ça la trompe d'éléphant kinétique éléphant trunk. Et enfin, le dernier cas à 5 ans de cette technologie. Alors, bien entendu, on ne pouvait pas en rester là. Il y a une analyse, il y a eu des tas de publications qui ont été faites sur le traitement des anévrismes. Ce qui nous intéresse ici, c'est les dissections. Et donc, il y a eu un registre qui a été publié dans le journal Vascular Surgery, 38 patients, 12 mois de survie, un succès technique de 97%, une survie à 1 an de 85%, 3 décès non dus au stent, pas de paraplégie, pas d'accident vasculaire cérébral, pas d'insuffisance rénale, pas de malperfusion, avec des techniques, avec des résultats qui sont meilleurs que Instead, IRAD et Adsorb. Et voici la diapositive la plus intéressante, la plus importante, si vous devez retenir quelque chose. C'est que si on compare les résultats, parce que ce sont les résultats bruts, du stent multicouche qu'on appelle MFM, machin, c'est 2,6% de mortalité, pas de paraplégie, pas d'insuffisance rénale, pas d'accident vasculaire cérébral. Et si vous comparez, vous avez 11 et 13%, 5 et 12,5%
12 et 35%, 5,6 et 12% entre la chirurgie et les stents greffes, qui donnent encore une fois de meilleurs résultats, 2 fois plus que le traitement médical, avec une augmentation du vrai chenal, une diminution du faux chenal qui est 3 fois plus importante que l'augmentation du vrai chenal, et bien sûr le temps suivant, c'est une étude prospective multicentrique qui est européenne, et je vous présente les résultats préliminaires, ça n'a jamais été présenté encore, sur 22 patients, 22 patients à 1 an. Donc on n'a pas de décès, pas de paraplégie, pas d'insuffisance rénale, pas de perte de collatérale, pas de rupture, pas de fracture de stent, avec une augmentation de la vraie lumière et une diminution de la fausse lumière à la sortie du malade, à 6 mois, à 12 mois. On n'a pas de thrombose, on a une perméabilité des branches à 12, 24, 36, 48 mois et 68 mois qui est perméable. Et donc si on veut arriver à la conclusion, j'espère que j'ai tenu mes 15 minutes. En fait, on dit que la dissection type B, c'est une dissection pas grave. C'est pas vrai. Parce que la mortalité est de 20% à 2 jours, surtout lorsqu'elles sont compliquées, 30% à J-France. Et qu'effectivement, par rapport au traitement médical qui disait on va diminuer la tension artérielle avec des bêta-bloquants, on a quand même de meilleurs résultats évidemment que le traitement médical, mais on a une morbidité qui est importante. On a 13% de décès, 12,5% de paraplégie, c'est des paraplégies où les malades ne peuvent pas s'asseoir et ils ont des troubles sphinctériens, c'est grave, et 12% d'accidents vasculaires cérébraux. Pour l'instant, dans l'étude préliminaire que nous avons fait, je vous ai montré le cheminement, c'est 10 ans de travail. Le stent multicouche permet à peu près de régler ces problèmes, et je voudrais terminer en disant que, 3 messages. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir, je m'excuse, ils sont en anglais parce que c'était un peu trop compliqué, puis je voulais bien garder les dessins, ils étaient jolis. Il ne faut pas de compromis dans la fermeture de la réentrée proximale. Il faut être agressif dans la fermeture de la réentrée distale, et vous savez que ces réentrées distales, on ne peut pas les anticiper parce que comme il y a une équilibration de pression, vous ne découvrez la déchirure en aval, qui est spiroïde encore une fois, que lorsque vous l'avez fermée en haut. Donc il faut vraiment traiter toute la horte, sinon ça ne marche pas. Et troisièmement, si cette assemblée, l'Académie nationale de chirurgie, peut émettre des recommandations auprès de la HAS, une recommandation forte, c'est que ce sont des patients complexes et qu'il faut institutionnaliser, comme au niveau du cancer, la réunion de concertation pluridisciplinaire, puis on sait bien avec les collègues, donc ce serait bien d'institutionnaliser la réunion de chirurgiens cardiaques, de cardiologues, de chirurgiens vasculaires, de radiologues vasculaires, s'il y a des gériatres, parce qu'on a des patients âgés, ils sont les bienvenus, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette remarquable et passionnante communication. Je voudrais vous poser, je suis désolé, mais comme on n'est pas un spécialiste, je voudrais que vous essayiez de réexpliquer très simplement. Vous avez un anévrisme de l'aorte, une dissection qui intéresse les rénales, vous mettez votre stent multicouche. Comment ça se passe sur le plan histologique, enfin histologique peut-être pas, mais dans tous les cas anatomique, la revascularisation des rénales à ce moment-là, pendant la période? Vous avez des évolutions où ça se bouge progressivement dans le chenal? Comment ça se passe exactement? Alors, c'est une question très intéressante qui a 4 points pour répondre. Je vais répondre le plus rapidement possible. La troisième caractéristique, j'en ai pas parlé de ce stent, c'est qu'il va y avoir une endothélialisation. Dans les malades qui ont été explantés, il va y avoir une endothélialisation. Le problème est différent lorsqu'on traite des anévrismes, lorsqu'on traite des dissections. Lorsqu'on traite un anévrisme, il va y avoir l'effet Venturi, et il va y avoir une réendothélialisation avec un nouveau vaisseau. Lorsqu'on a une dissection, c'est extrêmement important d'analyser coupe par coupe d'où vient la malperfusion si on a une. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'artère qui naît du vrai chenal, donc on n'a absolument pas de problème. Quand on va réexpandre, recoller la membrane qui s'est déchirée, le malade va guérir. Ou bien on a une malperfusion par compression de la lumière par le faux chenal, et comme on va enlever la pression, on va réexpandre l'artère, et là on peut, de toute façon, si on n'est pas content, le stenter. Et puis la catastrophe, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a une déchirure. Et là, il est important d'être proactif, c'est-à-dire que si on fait ça, on aura stent multicouche ou pas, on aura une malperfusion, et il faut l'anticiper en la cathétérisant et en mettant un stent avant. Pour les cuites des coronaires, parce que c'est exceptionnel, mais il y a parfois les coronaires. Alors là, cette technologie ne monte pas en amont du TAVC, ça a été fait, mais moi je ne recommande pas ça encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Jean-Marc Michel sur le vasculaire, non? Je peux laisser les travaux. C'est le sous-titre, c'est le travail.
c'est une très bonne expérience, c'est surtout le fait, l'assistance que tu as eue pour imposer cette technique qui, au départ, était quand même plutôt mal vécue. Il était dit, comme tu l'as dit, que les dysexotypés, on ne les touchait pas. C'est une notion fausse, c'est une notion qui a été répandue par un corps médical qui ne connaissait pas la pathologie. Et il faut dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement correct. Mais maintenant, il y a un traitement correct et je pense que tu as fait un bon. Merci. Bien, merci beaucoup. Ah, une question. Merci. Je veux dire très court. Nous avons utilisé une extériorisation de l'appendicite par une petite incision pour faire une sécostomie. On a ouvert l'appendice à la porte pour décomprimer tout le côlon et pour protéger une anastomose pour éviter l'Hartmann, l'opération de Hartmann, qui était pénible pour le malade. Deuxième question. Il y a eu un chirurgien roumain, Ivascu, qui a travaillé avec monsieur le professeur Dubost à Paris pendant une année. Il est revenu chez eux, il a opéré beaucoup de malades de tuberculose, quelques milliers. Et un très jeune malade de 17 années, il a fait une insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Après quelques mois de traitement avec une fampicine qui est très néphrotoxique. Et il a pris un rein d'un porc de la cour de l'hôpital, de l'animal. Et il l'a mis dans la fosse iliaque droite. Il a eu de l'urine, c'est-à-dire c'était en 68. Le malade a vécu 18 jours. Chaque matin, on devait apporter la verre avec l'urine et le mettre sur la table de monsieur le directeur. L'ultime idée, dans cette kyste hydatique géante, avec des suppurations qui ont une population bactérienne très résistante, nous avons utilisé, on a vu sur le film, tous les films sont restés à l'académie, on peut le mettre sur le slide. Nous avons je ne crois pas que le step multicouche puisse marcher là-dedans, ni sur la sécostomie, ni sur le kyste hydatique, ni sur la transplantation rénale. J'ai répondu à la question. Merci. Voilà. Merci beaucoup.